Merci de suivre l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité. L'actualité, c'est bien sûr la pénurie de carburant avec la perturbation de l'approvisionnement en hydrocarbures depuis quelques semaines. Une situation créée par les attaques terroristes. Quand le terrorisme s'en prend à l'économie, c'est pour l'étouffer et ce sont les paisibles citoyens qui en payent les frais. Des mesures ont été prises par le gouvernement avec un plan de réponse à court, moyen et long terme. Et parmi ces mesures, la sécurisation des convois de citernes par les forces armées maliennes. Qu'en est-il exactement? Comment les convois peuvent-ils être mieux protégés contre les futures menaces terroristes? Et quel partenariat intra-AES peut être renforcé pour améliorer l'approvisionnement en matière de carburant? Pour la réponse, nous avons fait appel aux acteurs en charge de la question et les représentants de la société civile. Il s'agit de Fousseni Bamba, il est directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Bonsoir, Monsieur Bamba. Bonsoir, madame. De Madame Keïta, Fatoumata Keïta, elle est la présidente de l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, Femme Leader. Elle est ancienne directrice nationale de la promotion de la femme, également de la formation professionnelle. Bonsoir, Madame Keïta. Bonsoir. De Mohamed Diallo, il est président CMTR du district de Bamako, Conseil malien des transporteurs routiers. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, madame. Et du docteur Oumar Traoré, il est vice-président du REDECOMA. Le REDECOMA, c'est le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir, madame. Avec nous, les membres du CNJ, Conseil national de la jeunesse. Le CNJ est très actif avec l'initiative Andjoyoro. Cette initiative sera expliquée au cours du débat. Merci de votre présence ici et bienvenue à vous sur ce plateau. Qu'est-ce qui explique cette pénurie de carburant? C'est ce que nous allons aborder en premier lieu avec nos invités. De la reconquête du territoire, le terrorisme change d'objectif et s'attaque à l'économie avec des convois de citernes incendiées. Mais avant, il est bon de savoir, de s'enquérir de la situation de façon générale en matière de disponibilité du carburant sur le marché. Et nous allons vérifier tout cela avec M. Bamba, qui est directeur donc du commerce. Monsieur Bamba, qu'en est-il sur le terrain? Quelle est la situation pour le commerce aujourd'hui par rapport à la disponibilité des hydrocarbures? Merci beaucoup, madame. Je vous remercie pour votre invitation. Je remercie encore vraiment le public malien. Vraiment, en ce qui concerne la question posée, la situation du carburant sur le marché aujourd'hui, comme vous l'avez si bien résumé, depuis quelques semaines, nous avons constaté une certaine perturbation sur les axes routiers concernant l'approvisionnement des pays en produits de première nécessité, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers, les carburants. Depuis quelques jours, depuis que quand un tel phénomène arrive, vous sentez qu'il y a une tension sur le produit, c'est-à-dire vous allez voir qu'on est rentré dans une crise. Donc depuis que nous avons commencé, il y a certains acteurs qui ont voulu vraiment tirer profit de cette situation en voulant vraiment augmenter les prix. Depuis que vous avez dû constater, nous avons même fait des actions sur le terrain sur ça. Donc ceux qui ont voulu vraiment faire ça, nous avons directement procédé à la fermeture de leurs installations, c'est-à-dire les stations-service, pour que vraiment que ça puisse décourager les autres à emboîter les pas. Vraiment, rien ne justifie aujourd'hui. Nous sommes face à une telle crise qu'il y a certains acteurs qui essaient vraiment de profiter de cette situation pour augmenter les prix. Et quand est-ce que vous avez senti qu'il y a pénurie de carburant et qu'il y a eu augmentation du prix? À chaque fois quand il y a un problème, parce que nous sommes constamment sur le terrain. Parce que chaque semaine, nous faisons des relevés de prix que nous envoyons vraiment au plus haut niveau. Donc, quand nous faisons la collecte des prix et les stocks, nous envoyons au niveau de la direction générale à son tour qui envoie au niveau du département. Donc, chaque fois, constamment, nous sommes sur le terrain. Et lorsque nous avons envoyé nos équipes sur le terrain, ils ont constaté, lorsqu'ils sont arrivés dans une station, que vraiment que les prix affichés avaient changé. Au lieu de 775 francs pour litre pour l'essence, on avait affiché 825 francs ce jour-là, ce qui n'est pas du tout normal. C'est parce qu'il y avait manque qu'il y a eu ce problème sur les prix? Très bien. À chaque fois, vous savez,
savez, le phénomène est là. Comme on a toujours l'habitude de dire, le carburant n'est pas comme les autres marchandises. Comme avec les autres marchandises, là où l'État n'a pas fixé les prix, c'est le principe de l'offre et la demande qui s'impose. Mais avec le carburant étant un produit tellement précieux, c'est comme ce que j'ai l'habitude de dire, c'est comme le sang, ce que le sang représente pour le corps. Donc tout le monde en a besoin. Depuis que le carburant a commencé à poser problème, donc il y a des acteurs, ceux qui ont amené, donc la demande est là. Parce que certains peuvent être amenés à vendre au prix plafond à d'autres acteurs. Par exemple, si le prix est à 775 francs, c'était le cas, c'était le prix plafond, prix indicatif plafond. Si un acteur qui est en bas va aller acheter auprès d'un importateur à ce prix, il ne pourra pas vendre jusqu'à ce qu'il augmente un tout petit peu, ce qui n'est pas du tout normal. Donc lorsqu'on a vu ça, donc il avait été s'approvisionner auprès d'un autre importateur donc, pour venir vendre ça, augmenter les prix, ce qui n'est pas du tout normal. D'accord, cette question de prix, on va l'aborder plus loin dans le débat, mais déjà par rapport à la situation, est-ce qu'il vous est arrivé de passer au niveau de toutes les stations du district de Bamako pour faire le constat par rapport à cette disponibilité sur le marché? Oui, effectivement, chaque fois nos équipes passent. Et puis après la crise, il y a eu une rencontre au niveau de la primature où le Premier ministre a donné des instructions fermes vraiment aux services techniques chargés vraiment de la gestion de cette crise-là. Après ça, nous avons mis en place des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec l'Office malien des produits pétroliers, l'OMAP et puis la DNGM. Donc nous avons constitué des équipes et ces équipes-là, chaque commune du district de Bamako, nous avons des équipes. Donc ces équipes passent par station. Lorsqu'ils passent, ils josent. Ils vont voir les stocks physiques même. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on va leur dire. Donc nous avons tel stock dans les cuves. Mais eux-mêmes, ils vont procéder au josage pour avoir la quantité. Et cela a quel objectif? C'est là l'objectif vraiment de se rendre compte vraiment les stocks physiques que nous avons sur le marché du district de Bamako. Donc c'est très important. Depuis bien avant cette crise, nous avons l'habitude de faire ce travail-là. Parce que pour qu'on puisse prendre de bonnes dispositions, il faut avoir de bonnes informations. C'est-à-dire il faut donner l'alerte. S'il y a les produits qui commencent vraiment à manquer un tout petit sur le marché, d'abord cela doit ressortir dans nos documents, dans nos rapports que nous envoyons à notre autorité. Donc chaque semaine, c'est ce que je vous dis, nous faisons ça. D'accord. À ce niveau. Alors, Monsieur Diallo, vous êtes transporteur routier, vous êtes sur le terrain. Dites-nous, quels sont les axes routiers ciblés aujourd'hui par les actes terroristes? D'abord, les axes, pour parler des axes, il faudra parler d'abord des lieux de ravitaillement. Parce que c'est une chaîne qui se suit depuis le ravitaillement jusqu'à la livraison en ville. Nous avons 3 grands axes pour ravitailler les pays. L'axe qui vient du Sénégal, et l'axe qui vient de la Côte d'Ivoire, et maintenant c'est du renouveau, nous avons l'axe Niger. L'axe Niger qui ravitaille surtout le nord. Ils ont commencé sur Bamako, mais après maintenant ils ravitaillent surtout le nord. Il y a l'axe secondaire de la Guinée. Ce n'est pas un lieu de production et de grande commercialisation, c'est un lieu de passage du produit malien en Guinée. Donc c'est un axe qui n'est pas très fréquenté et qui n'a pas d'une grande capacité. Donc le Mali est ravitaillé sur les 3 grands axes, Abidjan et Sénégal. Et ce sont ces axes qui sont attaqués aujourd'hui. Quand on vient de l'axe du Sénégal, on passe facilement par le sud ou le nord. Le sud, c'est avec Kita. Donc cet axe, en passant par Kenyeba, il est attaqué, et en passant par Kaï aussi. Cet axe est attaqué, et il y a l'axe aussi qui vient de Sekasso. Donc ceux qui viennent de Sekasso, c'est ces gens qui viennent d'Abidjan. Donc à cela, je vais ajouter des autres ravitaillements, on appelle ça comme l'axe Lomé, Bénin, Ghana. Qui viennent en surplus. Voilà, qui viennent en surplus, mais tout ceci, ils rentrent par l'axe Sekasso. Mais quand ils viennent, parce que au vu de la distance entre le Mali, parce que c'est entre 2500 km pour aller se ravitailler et venir et vendre à un prix structuré, donc ça demande beaucoup de combinaisons, ça demande beaucoup de subventions de l'État, et pour maintenir ces prix à ce niveau, donc là il faut que tout ceci soit bien centralisé. Il est centralisé aussi à un niveau qu'on appelle l'ONAP, l'Office national des produits pétroliers, qui
qui fait maintenant faire sortir le prix. D'accord. Ces attaques ont beaucoup joué ces derniers temps sur votre activité au quotidien. Dites-nous quel est l'impact de ces attaques terroristes sur le volume du ravitaillement du Mali en hydrocarbures. Quand on regarde d'une manière générale, d'abord le produit pétrolier, c'est des produits inflammables, c'est des produits dangereux. Et dans le transport, c'est un transport spécial. C'est une école spéciale. Et le chauffeur aujourd'hui, les chauffeurs de citerne, ce n'est pas un chauffeur de grand porteur comme remorque, tout ceci. Ils sont spécialement formés. Parce que toute erreur, ça peut amener un incendie, ça peut amener le feu, ça peut amener des incendies très graves. Ils sont spécialement formés pour ça. Donc déjà, les produits inflammables, quand ils sont attaqués en cours de route par des, comme on le disait, je suis un peu truc, mais des fois c'est des roquettes qu'on tire sur les camions. Je salue la peur, ici les forces de l'ordre qui déploient des moyens énormes. Mais la sécurité à 100% des citernes, ce n'est pas du tout possible. Parce qu'un produit inflammable, même si quelque chose le touche, c'est bonjour les dégâts. Mais dans tout ça, les chauffeurs, moi aujourd'hui, il y a lieu de les féliciter. Tous les Maliens doivent encourager ces chauffeurs. C'est leur vie. Ils sont les premiers. Moi, je suis propriétaire de camions. Je peux donner ordre d'aller charger. Mais qui va aller charger? C'est les chauffeurs. Et les premiers concernés, c'est les chauffeurs. C'est l'occasion aujourd'hui de saluer l'ensemble des coopératives des chauffeurs. Il y en a plusieurs, je ne peux pas les citer. Nous venons au-dessus de tout ceci. Docteur Traoré, vous êtes du Redecoma. Comment vous vivez ces instants en tant que consommateur? Merci madame pour nous avoir donné l'occasion vraiment de parler d'une préoccupation très importante, non seulement pour toute la nation, mais en particulier pour tous les citoyens en tant que consommateurs d'un produit aussi essentiel que le carburant. Et lorsque cette crise a commencé, ça a suscité alors une atmosphère de peur, de panique en quelque sorte au niveau des consommateurs, parce que les gens voyaient déjà une menace pour leurs préoccupations, pour leurs besoins en carburant, et qui pourrait compromettre même leurs activités, et donc aller même contre l'économie donc du pays. Donc pour cette raison, alors nous avons estimé en tant qu'association de consommateurs qu'il faut toujours alors communiquer dans pareille situation pour calmer les esprits, pour que les gens soient préparés à une résilience vraiment qui pourrait permettre de l'autre côté au gouvernement, aux autorités de faire face à la situation de crise. Mais malheureusement, nous avons constaté que cette communication est venue un peu tardivement, pendant que les gens s'affolaient, pendant qu'il y avait des désordres, la désorganisation au niveau des stations d'approvisionnement. Alors on ne disait rien, on ne savait pas beaucoup de choses sur la situation. Donc pour nous, il faut communiquer, il faut informer, parce que nous sommes partie prenante. Lorsque le terrorisme attaque le pays, nous sommes tous concernés. Nous devons tous nous unir pour faire face, parce que nos droits en dépendent également. Et ces droits qui sont là garantis par l'État et qui sont souvent entretenus par des subventions, donc nous pensons que nous devons être en avant-garde aussi pour apporter des réponses à la crise. Alors le Redecoma est dans quelle logique de démarche aujourd'hui pour atténuer ce phénomène-là? Alors, la démarche pour nous, c'est de lancer aussi un appel aux consommateurs de rester toujours calme, de donner toute la considération qu'il faut aux actions de l'État, du gouvernement qui sont mises en place pour résoudre la situation de crise. Et nous demandons également du côté de l'État de ne pas alors attendre que les choses atteignent un certain niveau
pour ensuite commencer à nous parler, à communiquer, à informer. L'État doit faire quoi concrètement? Concrètement, il s'agit de nous informer clairement sur la situation parce que de l'autre côté, il y a aussi des informations qui sont véhiculées. Et alors ces informations sur les médias qui sont à tous les niveaux aujourd'hui, qui peuvent créer la panique, la désinformation. L'État a ce rôle aussi vraiment d'éclairer la population en disant les informations vraies pour éviter cette désinformation qui est véhiculée à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur des médias qui sont accompagnateurs même du terrorisme en réalité. Donc nous pensons que cette communication elle est essentielle. Que les gens soient informés, cela permettrait justement à avoir des comportements qui pourraient permettre vraiment de mieux faire face à la situation de crise. Parce que lorsque nous voyons souvent au niveau des stations des attroupements, ces désordres-là, ça crée encore une situation d'insécurité. Comme l'a dit M. Diallo, on est en face de produits qui sont très très dangereux, inflammables. Donc il faut qu'on soit il faut que les populations soient bien imprégnées de la question, soient bien sensibilisées dans ce sens. Tout à fait. Ils soient bien sensibilisés et qu'on s'adresse particulièrement donc, aux populations, aux consommateurs, sur ce qu'il y a réellement et ce qu'il faudrait faire. Donc pour éviter que la situation ne s'aggrave. D'accord, on va approfondir les propositions au fur et à mesure que l'on avance avec le débat. Alors, Madame Keita, vous êtes femme leader. Les femmes sont au début et à la fin de tout processus aujourd'hui. C'est une période qui n'est pas facile. D'abord, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Ok, merci. Merci à l'ORTM d'avoir organisé cet espace qui nous permet de nous exprimer par rapport à un problème crucial. D'abord, je dirais que à entendre ce que c'est dit, ce qu'on dit ici, je me dis que mais il n'y avait pas de prévention, on n'a pas pensé à une prévention, surtout au moment où on brûlait les citernes. Parce qu'il a fallu qu'il y ait pénurie sur le terrain maintenant, que tout le monde se lève. Mais quand on a commencé à brûler les citernes, on devrait prévoir tout ça. On devrait peut-être voir quelles conséquences cela peut avoir. Parce que c'est ça justement le problème. Parce qu'il y a des choses qui se passent, ce n'est pas mon problème. On se dit, ah, c'est l'État. Surtout les femmes, nous les femmes, on met du temps à comprendre que nous sommes aussi interpellés par rapport aux questions qui concernent l'État. On est là, on laisse les autres faire. Souvent aussi, on ne nous appelle pas. Donc moi, je crois que le problème, c'est quoi? C'est un manque de responsabilisation des citoyens. C'est parce que là où on est, on sait qu'on est dans une situation de crise. On doit veiller à tout. On doit être là, on doit être averti. On ne sait jamais. Ah, il se peut que cela arrive. Il se peut que cela nous arrive. Mais on ne dit rien, on reste comme ça. Que les citoyens soient préparés. Préparés, ça dit qu'il y ait un regain de patriotisme. C'est très important. On parle des caves. Comment ce mécanisme peut s'opérer à votre avis? À notre avis, justement, c'est ce que j'ai dit, il y a lieu d'amener un éveil de conscience au niveau de la population, surtout au niveau des femmes. On a appris des pratiques dans lesquelles les femmes, peut-être elles ne sont pas victimes, parce que moi souvent je dis qu'elles le savent très bien, qu'elles contribuent à des situations vraiment qui n'arrangent pas. Donc il faut peut-être leur donner l'explication. Ça dépend de leur façon de comprendre, de leur compréhension, niveau de compréhension, d'appréhension des problèmes ou de perception. Parce qu'il faut vraiment que les gens se réveillent. Et en passant, je vais saluer le CNJ Mali par rapport à leur comportement. C'est vrai, ils n'étaient pas au début, mais ils ont compris. Il y a eu un déclic. Il a fallu qu'il y ait perturbation, qu'il y ait rupture, qu'ils se mobilisent. Ça, c'est très important. Donc, comme on le dit, c'est des situations, ils sont, je ne sais pas, vous êtes des brigadiers. Et je le disais aux femmes, nous sommes des sentinelles. Par rapport à cette crise, les femmes doivent être des sentinelles. Et quel sera le rôle des sentinelles? Des sentinelles, justement. C'est ça, il faut veiller. Par exemple, nous, on a pensé un moment à former des femmes
influente. Une femme influente, c'est une femme qui va veiller sur tout. Rien ne leur échappe, ces femmes-là. Souvent, les femmes perçoivent des choses. Mais elles se disent, ce n'est pas mon problème. Donc, quand on est sentinelle, quand on est préparé à être sentinelle, à être une femme influente de son milieu, on regarde tous les aspects. Souvent, ces gens qui lancent des roquettes sont parmi nous. Ce sont nos enfants. Ce sont nos frères. Mais étant donné que nous avons un attribut, en tout cas, ou bien des attributs qui nous ont été donnés par notre Créateur, on doit user de cela. Quand on est sentinelle, on veille. Quand on est sentinelle, on conseille, on déconseille. Donc c'est très important qu'on puisse aller vraiment sur ce terrain-là, qu'on puisse voir les femmes pour que les gens se ressaisissent. Les enfants nous ont donné l'exemple. Et nous, au niveau de l'Union, on est en train de développer un concept mère. On avait mis d'abord mère-fils, mais il y a les filles. Donc mère-enfant, pour qu'on soit ensemble. Qu'on les accompagne. Déjà, ils ont fait du progrès par rapport à leur citoyenneté. Ils se sont responsabilisés. Donc, il faut qu'on se responsabilise face à ces problèmes-là. Mais il ne faut pas qu'on reste des spectateurs. Il a fallu qu'il y ait pénurie pour qu'on voit les femmes avec des bidons. Mais pour quelle fin? Peut-être pour se ravitailler. Mais on apprend que c'est pour vendre aussi. Pour elle, c'est une opportunité pour s'enrichir. Alors qu'on a la répercussion de cette pénurie sur le marché. Nous avons un très grand rôle à jouer. Oui, nous avons un très grand rôle à jouer. Quand tu vois les services, c'est vrai, ça affecte les services. Mais ça affecte beaucoup plus les services sociaux de base. Et qui sont les consommateurs de ces services sociaux de base? C'est pas nous. Donc moi je crois qu'il est grand temps qu'on se responsabilise. Qu'on nous responsabilise, c'est vrai. Il faut aussi qu'on nous responsabilise parce que souvent on ne nous associe pas. Mais qu'on se responsabilise en tant que citoyenne pour vraiment trouver des solutions idoines. L'idée est bien comprise. Merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, Madame Keita venait de parler de sensibilisation, d'implication des femmes dans cette crise aujourd'hui. Est-ce que l'État y a songé? Oui, l'État a beaucoup songé depuis le début de cette crise-là. D'abord, jusqu'à un certain niveau de responsabilité au plus haut niveau de l'État, les premiers à rencontrer d'abord les opérateurs du secteur pétrolier. Donc, pour fixer les caps, dire que même si c'est à pied, même si c'est avec une cuillère, nous irons chercher vraiment notre carburant. Ça a marqué déjà, pour dire que nous n'allons pas baisser les bras devant l'adversité. Donc on a continué, depuis là encore, les services techniques se sont mis sur le terrain. Je vous ai dit, les premiers cas que nous avons observés sur le terrain, directement on a fait un truc avec l'ORTM même, donc pour aller procéder à la fermeture. Donc on a communiqué, même ce jour-là, on a demandé aux gens, il y a les numéros verts que nous avons communiqué là-dessus, surtout les services chargés du commerce. Donc nous avons toujours demandé vraiment aux consommateurs, à chaque fois quand ils ont des informations, ils ont des besoins, de procéder vraiment à travers ces deux numéros verts-là, de nous appeler pour que nous puissions réagir sur le terrain. Donc je peux dire qu'on peut continuer vraiment à renforcer encore la communication, mais je crois que le gouvernement n'est pas resté mieux. Donc chaque fois le gouvernement a posé des actes et a appelé vraiment la population vraiment et a salué même la résilience de la population. Et il faut renforcer pour ce processus davantage, c'est ce que Mme Keita veut. Très bien. Alors, par rapport aux opérateurs économiques aujourd'hui, ceux qui nous amènent du carburant, est-ce qu'ils sont rassurés par rapport à l'acheminement des hydrocarbures après la rencontre avec le ministre de l'Industrie et du Commerce? Oui, je peux dire que les opérateurs n'ont jamais baissé les bras. Donc, je tiens vraiment à les saluer. À chaque fois quand nous sortons, nous saluons les opérateurs du secteur pétrolier, tous les opérateurs du Mali, donc spécifiquement ceux qui sont vraiment de ce secteur bien spécifique. Au jour d'aujourd'hui, aller chercher du carburant vraiment dans ces pays-là pour l'amener au Mali, ce n'est pas spécifiquement pour faire des chiffres, mais il y a une dose de patriotisme dedans.
donc les chauffeurs ici, avec les CMTR ici, les représentants du CMTR, il a si bien dit, donc le chauffeur qui quitte ici pour aller vraiment aller chercher ses carburant là aussi, il faut avoir une dose de patriotisme. Vraiment, c'est la raison pour laquelle chaque fois, ces opérateurs-là ont toujours été là. Bon, donc, je crois bien qu'ils sont aussi décidés, ils ne veulent pas laisser la situation comme telle. Bon, donc, ça va continuer. Jusqu'à présent, les citernes n'ont pas cessé de venir. Chaque fois, vous-même, vous voyez le convoi. Ce n'est pas par manque de volonté. Ils sont vraiment dévoués à aller le faire. Mais maintenant, les citernes ne peuvent plus circuler comme avant. Vous-même, parce qu'il y a des individus qui ont choisi vraiment de faire du mal à des paisibles citoyens qui n'ont rien fait du tout, donc qui trouvent vraiment de ces trucs, et même ils montrent ça de toutes pièces pour venir accuser des gens après, parce que vous avez agi de la sorte, nous allons faire ça. Non. Ces populations n'ont rien fait, ils veulent seulement vivre vraiment de leurs activités, aller faire leur côté tous les jours, mais non, il y a des individus qui sont animés vraiment de mauvaise foi, vont s'installer ailleurs vraiment pour tirer sur les biens des gens, c'est ce qui n'est pas bon du tout. Mais depuis le début, le gouvernement a pris vraiment des mesures, le gouvernement aussi doit être salué à ce niveau. Vous voyez, voir vraiment tous les moyens qui ont été déployés. Souvent, vous voyez les camions vraiment avec des hélicoptères, tout. Vraiment, le gouvernement est à saluer à ce niveau. Il y a de gros efforts qui sont fournis pour pouvoir ravitailler vraiment le pays en carburant, en hydrocarbures de façon générale. En tout cas, quelques heures avant, sans carburant, dans un pays où l'économie est basée majoritairement sur le fonctionnement des services, c'est la production qui est contractée, le transport, les activités commerciales, l'approvisionnement du marché, tout tourne totalement autour du carburant. En s'attaquant à l'offre du carburant, c'est la colonne vertébrale de l'économie qui est touchée. Sans carburant, les activités économiques sont plombées, on l'a dit. Alors, quels sont les secteurs de l'économie les plus touchés aujourd'hui par cette pénurie? Monsieur le directeur, je reste avec vous. Donc, pratiquement tous les secteurs sont touchés. Ce que j'ai l'habitude de dire, je l'ai dit, donc les carburants, ça représente comme le sang pour le corps. Donc, tout le monde en a besoin. Même aujourd'hui, vous allez voir que pratiquement tous les secteurs sont en train de demander, que ce soit les hôtels, les cliniques, tout le monde en demande. Donc, l'État est là. Je crois que les gens disent rupture. Maintenant, on n'a pas suffisamment de stock, mais quand même, il n'y a pas de rupture. Jusqu'à présent, quand vous sortez, vous pouvez avoir les carburants. Mais ce n'est pas comme avant. Mais si on dit rupture, c'est qu'il n'y a plus rien. Mais quand vous sortez, ce n'est pas comme avant, comme on pouvait aller dans une station, aller prendre son essence ou bien son gasoil et continuer ce chemin. Donc ce n'est pas comme on ne va pas nier qu'il y a aujourd'hui des difficultés. Il y a aujourd'hui des difficultés. Le gouvernement fait face. Je crois qu'on va continuer vraiment à travailler pour aplanir vraiment ces difficultés-là. D'accord, continuer à travailler pour aplanir ces difficultés. Monsieur Traoré du Redecoma, comment cela affecte-t-il le quotidien des Maliens, vous en tant que consommateur? C'est un problème qui a sérieusement affecté le quotidien des citoyens. Comme l'a dit monsieur le directeur régional, sur tous les plans. Et on a vu des scènes souvent qui illustrent bien cette situation. Et des gens qui sont en file pour attendre leur approvisionnement devant les pompes, des gens qui sont en train souvent de pousser leurs engins pour rejoindre une station probable, parce que toutes les stations n'étaient pas ouvertes aussi, n'étaient pas en mesure d'approvisionner les consommateurs. Et donc, tout cela a dû affecter le moral des gens. C'est pourquoi, quand moi je parle de communication, ce n'est pas cette communication technique avec les services techniques par le gouvernement et entre le gouvernement et les services techniques. Ça, c'est nécessaire pour la bonne gestion. Je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nier les efforts de l'État. Les efforts ne sont pas négligeables. Et ce que nous voulons davantage, c'est une communication, comme on dit, pour le changement de comportement, qui s'adresse directement aux consommateurs pour les rassurer de la situation, éventuellement de ce qui pourrait se présenter même comme situation devant eux. Je me rappelle quand l'ORTM a fait un flash sur les 300 citernes qui sont entrées, vous avez vu la liesse, les gens étaient contents partout de voir. Et c'était salutaire.
Mais ça n'a pas été accompagné de cette communication qui rassure davantage. Vous savez que... Donc il ne faut pas briser cette chaîne, il faut que ça soit continu. Il faut que ça soit continu. Parce que nous, en tant qu'association de consommateurs, nous sommes que dans cette logique d'aller pour le développement de notre pays. Permettez-moi, je vais peut-être vous donner une petite anecdote. En 2015, si vous vous rappelez, c'était l'attaque terroriste de Radisson. N'est-ce pas? Mais ce jour-là, moi, j'étais au Brésil, au Congrès mondial des consommateurs, des associations de consommateurs. J'étais avec Madame Koulibaly, Salimata Diarra. J'étais avec Mamadou Kenta. Nous étions 4 Maliens, disons. Mais en plein congrès, dans la salle, plus de 200 pays et 200 organisations de consommateurs, on a arrêté le congrès pour nous donner cette information. Et pour témoigner de leur solidarité aussi envers nous. C'est pour dire que le mouvement des consommateurs est contre le terrorisme. Et chez nous au Mali, quand alors de tels actes se produisent, donc nous sommes les premiers concernés aussi. Parce que c'est une menace pour notre économie. Si notre économie ne marche pas, nous en ressentirons les effets, les conséquences. La protection et la défense des consommateurs ne se limitent pas tout simplement à garantir les droits, mais aussi il y a les intérêts à long terme. Ça va dans le cadre du développement d'un pays. Donc nous sommes là pour aller dans le même sens que nos autorités, pour combattre, pour dénoncer. Et ce que nous pouvons faire, c'est de créer ce sentiment de résilience chez les consommateurs, chez les populations en un mot. D'accord. Alors, M. Diallo, l'impact direct, c'est avec vous. Vous êtes transporteur aujourd'hui. Quel est l'impact économique que cela cause sur votre activité? Il faut que nous soyons unis. Les transporteurs aujourd'hui, ce n'est pas question de... je l'ai dit ici, nous transportons au même prix avant crise. Il n'y a pas un franc d'augmentation dans les transports. Du côté des transporteurs. Du côté des transporteurs. Rien n'a changé côté prix? Rien n'a changé côté prix. Pour mieux informer la population, une citerne de 45 000, monsieur le directeur est là, répondant à une nouvelle norme, c'est entre 100 et 120 millions de normes européennes. Si c'est des normes chinoises, c'est entre 80 et 100 millions. Donc quelqu'un qui va tout de suite, qui perd 3, 4, 5 citernes, et on dit de communiquer, on va aller voir les images en train de brûler son personnel entre... C'est pas une bonne chose. Soyons encore un peu unis, serrons les coudes. Le gouvernement travaille, nous travaillons. On ne regarde pas aujourd'hui l'intérêt. Les transporteurs ni les chauffeurs ne regardent pas leur intérêt, mais ils sont comme en mission commandée. On a fait des organisations, on va aller dans ce sens. C'est pour rassurer la population et continuer à ravitailler le pays. L'union fait la force. L'union fait la force. Alors, monsieur le directeur, quelles mesures d'urgence, c'est vrai que vous avez commencé à parler des mesures, mais quelles sont les mesures d'urgence prises aujourd'hui par les autorités pour atténuer cette pénurie de carburant? Bon, donc maintenant, d'abord, en ce que nous concernons, nous continuons vraiment à veiller sur le respect du prix. Donc c'est très important, comme les transporteurs viennent de dire, ils n'ont pas augmenté à leur niveau. Donc pendant cette situation de crise, il y a certains qui vont vouloir vraiment en profiter. Bon, donc je sais qu'aujourd'hui, peut-être certains vont dire, le travail que nous avons effectué, c'est très important. Il faut encore veiller sur le pouvoir d'achat des Maliens pendant cette crise-là. Parce qu'il ne faut pas donner l'occasion à d'autres de venir vraiment faire les poches pendant que les autres vraiment souffrent. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce travail-là. Bon, donc continuons à aussi accompagner les consommateurs. Il se pourrait bien que comme le produit est comme ça, certains vont vouloir peut-être cacher, bon, faire quoi que ce soit avec, bon, donc refuser de vendre. Quand il y a des cas de refus de vendre, de nous appeler, directement nous intervenons. À chaque fois quand nous avons été appelés, nous intervenons pour que vraiment l'essence ou bien le gazole puisse être vendu sans problème.
Donc on va continuer à notre niveau de veiller sur ça, le respect des prix. Certains vont être amenés à dire que peut-être qu'il y a certains endroits, mais maintenant vous allez constater que tout ce qui est des secteurs vraiment réglementés, c'est-à-dire que ce soit les stations-service, que ce soit des points de vente, il est très difficile aujourd'hui de trouver une station qui ne respecte pas les prix. Parce que nous y veillons. Monsieur le directeur, les spéculations continuent. Hein? Très bien, j'allais en venir. Parce que vous savez, les spéculations, là, c'est très généralement avec ceux qui vendent dans des bidons et dans des bouteilles. Mais vous n'allez pas trouver que dans une station comme ça, ou dans un point de vente bien autorisé, qui a les autorisations requises qui se permettent. Par exemple, quand les gens vont faire les rangs, remplir les réservoirs de leur voiture pour aller vider après. Et puis, donc en ce moment, les gens vont aller faire la queue devant une famille ou bien dans la rue. Donc, dans l'inégalité totale, on a pris des dispositions pour que les gens ne viennent pas comme ça, se ravitailler comme ça avec les bidons. Mais nous sommes en train d'organiser tout ça. Parce qu'il y a aussi, nous sommes devant une réalité aujourd'hui. Les gens ont des groupes électrogènes chez eux. Nous sommes en train de mettre tout en place pour que les secteurs économiques ne s'arrêtent pas. Par exemple, voyez une boulangerie qui a besoin de mettre du carburant dans son groupe électrogène. Il va avoir besoin de bidons pour aller mettre des carburants dans le groupe électrogène pour faire fonctionner sa boulangerie. Bon, donc maintenant, si ce n'est pas ça, l'État, vous allez voir que même il y a des policiers au niveau de ces stations-là, pour empêcher ça. Mais avec tout ça, il y a certains qui arrivent, même avec certains, même on dit qu'avec des motos là qui ont des réservoirs importants, là, ils vont aller mettre dedans pour aller vider après dans des bidons. Donc à chaque fois quand nous avons été informés, on part à la recherche. Il faut savoir que nous devons aussi dire aux consommateurs de ne pas aller vers ces gens-là. Donc de ne pas aller vers ça. Que ce soit lui, que ce soit vous, vous êtes tous en train de violer la loi en même temps. Parce que celui qui est en train d'exercer comme ça, là, il est en train de violer la loi parce qu'il n'a pas d'autorisation pour le faire. Le commerce du carburant aussi n'est pas comme les autres commerces. Comme je dis, le carburant est un produit bien spécifique. Le commerce du carburant aussi, il faut avoir des autorisations requises pour pouvoir le faire. Mais donc, quand vous partez chercher, vous partez, il y a des gens, même dans les témoins d'un élément de CNJ l'autre jour, il disait, bon, donc maintenant, il y a des gens qui sont partis avec des voitures au niveau des stations pour aller faire les pleins et puis aller décharger après. Bon, donc on va aller dans les familles, dans les rues pour aller faire ça. Mais quand même, les numéros restent, toujours d'actualité, les numéros verts. À chaque fois, si c'est le cas, si nous sommes informés, il y a des citoyens qui m'ont même appelé. J'ai envoyé des équipes. Nos équipes sont dans toutes les communes. Donc on continue à veiller. Vous voulez réagir, Madame Keita? Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il faut la vigilance. Oui. L'État fait beaucoup de choses, on le voit. Hein. Mais l'État seul ne peut pas. Dans la crise actuelle, les consommateurs consomment. Oui, il faut nous mettre dans la consommation, mais il faut qu'on participe à mieux asseoir les politiques. Oui. C'est très important. Par exemple, on vous appelle, mais il y a des gens qui sont vigilants, il faut être vigilant dans le quartier. Mais les gens, c'est avant que vous ne veniez aussi. Si elles sont responsabilisées, mais les autres là auront peur de le faire. Nous parlons du renforcement de ce que l'État est en train de faire. Oui. En tout cas, nous, au niveau de notre union, c'est ça. Nous voulons la stabilisation du pays, la sécurisation du pays, la pacification du pays. Donc, on va veiller à cela. On n'attend pas que l'État fasse ceci, cela. Non. On a aussi une responsabilité. Et en tant que consommateur, surtout en tant que femme qui va au marché, je dois y veiller. Il faut que les femmes comprennent cela. Alors, M. Traoré, vous en tant que consommateur aujourd'hui, des citoyens qui se ravitaillent en surplus pour aller revendre, quel est le message que vous avez à leur adresser aujourd'hui pour la patrie malienne? Oui, à partir de ce plateau, on peut lancer un message quand on va s'approvisionner pour stocker, pour pouvoir revendre, pour renchérir. Mais ça sert à quoi? C'est un manque de conscience, tout simplement. Et pour parer à cette situation, alors c'est une communication, une sensibilisation qui s'impose. Et les médias qui sont ici à la disposition de l'État peuvent jouer ce rôle. Les associations de consommateurs aussi peuvent le faire. Ce que nous pouvons faire aussi en tant qu'association de consommateurs, dont le rôle aussi est d'éveiller les consciences, donc de sensibiliser en un mot. Et il faut une dose de patriotisme à ce niveau. Il le faut. Et ça c'est nécessaire. Parce que c'est une question de patrie qui est là, une question
qui nous concerne tous. Parce que le terrorisme ne s'attaque en réalité qu'à nous tous, à nos intérêts, à notre développement. Mais comment on peut aller à l'encontre de toute action qui vise à arrêter cette situation-là? Et je voudrais dire aussi qu'on a un État qui est là aussi à la disposition des populations en termes de consommation, parce que beaucoup d'efforts sont faits à travers des subventions, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est l'État qui accepte de financer une partie de nos consommations pour que les prix soient abordables. Alors si cet État se trouve dans une situation de difficulté, de crise même, et surtout économique, alors qu'est-ce qui pourrait justifier alors le retrait des populations ou le refus des populations? Ça ne se justifie pas. Il y a un patriotisme qui doit s'imposer à tout le monde pour qu'on puisse aller dans le sens de la lutte contre le terrorisme qui est en fait indiqué par l'État. Donc nous devons être engagés tous pour cette cause qui est en fait une cause patriotique. D'accord. Nous ne faillirons jamais à cela. D'accord. Alors, M. Diallo, quel est le remède? Quelles mesures urgentes il faut à votre avis? Est-ce qu'il ne faudrait pas voir la gestion des stocks? Quand il y a des faits comme ça, il faut réfléchir avec les autorités, il faut travailler avec les autorités. Il y a des effets immédiats, c'est de continuer de prendre toutes les dispositions, que ce soit dans le plus grand secret, dans la plus grande discipline de tous les acteurs pour continuer à ravitailler les pays sous la direction de nos autorités. D'accord, il s'agit de gérer aussi au mieux du peu qu'on a en attendant le ravitaillement. Exactement. Deuxièmement, je vous dis un exemple, ce que nous, transporteurs, on a fait. Déjà, pour aller chercher, il faut avoir du carburant. Un gros camion en partant à Abidjan, tout ça, c'est 1000 litres. S'il y a 10 000 litres qui viennent, ça va prendre tous les stocks. On s'est réunis pour dire que maintenant, tous les camions qui partent à partir de Bamako sur les deux axes, Abidjan-Dakar, pas plus de 400-500 litres maximum. C'est pour arriver au niveau de la frontière, ils vont aller se ravitailler. Et de retour, ils prendront les carburants à partir aussi de la fond pour renforcer et diminuer leur part de consommation en République du Mali. C'est du manque à gagner pour nous. Mais ça, il le faut aujourd'hui, c'est un sacrifice. Parce que le carburant coûte plus cher dans ces pays que Bamako. Donc on a accepté ça. Chacun doit faire à son niveau, celui qui a 3, 4, 5, 6 voitures, de voir comment s'organiser pour diminuer la consommation en entendant que cette situation se passe. Donc c'est un vécu de tout un chacun qui doit se faire pour essayer de résoudre ces problèmes. Ça c'est immédiatement. Maintenant, à moyen et long terme, on a des ravitaillements, il y a eu des failles. Les failles sont là, les autorités sont en train de le constater. Maintenant, c'est de revoir tous ces dispositifs et renforcer pour que la prochaine fois, on puisse faire face. Donc ça, c'est des... Tout cela est à l'étude. Je vais rassurer les Maliens qu'en faisant bloc derrière nos autorités, on peut aller très loin. D'accord, on le souhaite vivement. Alors, Madame Keïta, est-ce qu'on peut savoir le message que vous avez à l'endroit des femmes aujourd'hui? Parce que les gens sont en train d'aller stocker du carburant à la maison, ce qui constitue un danger. Quel est le message que vous avez à l'endroit de ces familles qui gardent du carburant à la maison? Les femmes doivent prendre conscience, doivent comprendre cela. Parce qu'elles ne mesurent pas tous les enjeux. On amène du carburant, on stocke chez toi, mais tu travailles avec le feu, il y a beaucoup de choses, les enfants sont là. Il faut qu'elles comprennent qu'elles sont en train de courir un danger. Elles sont actrices, mais alors qu'elles seront les premières victimes quand il y a problème. Donc il faut vraiment informer les femmes pour qu'elles comprennent. Et il l'a dit, et j'aime ça, dans notre approche femme sentinelle, j'ai dit, mais il faut amener les gens à un changement de comportement. C'est très important. Il faut qu'on voit nos pratiques. Il y a des pratiques qui ne passent pas. Il faut qu'on s'interroge. Mais maintenant, il revient aux femmes leaders de sensibiliser leurs adhérentes. Souvent, je dis, mais lors de vos baptêmes, de vos tontines, mais il faut, au lieu d'aller dire, elle est belle, voilà cette tenue. Mais parlons de l'État, parlons de la nation.
sensibilisons-nous par rapport, par exemple, aux enfants qu'on est en train de perdre, par rapport à toutes les questions qui concernent la société. Mais ça va donner du plus à nos regroupements. Moi, je crois qu'il faut qu'on change de pratique, que les femmes leaders le comprennent et qu'elles encadrent leurs adhérentes. C'est très important. Oui, tout à fait. La vente dans les bidons pour faire du stock est un véritable danger. Il faut des mesures à ce niveau. C'est très important. Le CNJ contribue à sa manière pour aider à mettre de l'ordre dans les stations-service pour que les citoyens soient bien servis sans grande difficulté. Alors, nous allons donc demander à Nyama Sédou Kouyaté, qui est le coordinateur adjoint chargé de l'Afrique au niveau du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse. Monsieur Kouyaté, alors dites-nous, c'est quoi l'initiative Andjoro? Qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord, je vous remercie pour cette question. Tout d'abord, je remercie les plus hautes autorités et aussi saluer la résilience du peuple malien durant cette crise. L'opération Andjoro est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali en cette période de crise dans le cadre de la gestion et la distribution du carburant. Aider la population à avoir accès au carburant en faisant des informations, de leur donner des bonnes informations, faire des sensibilisations et organisation, c'est-à-dire la coordination au niveau des stations et aussi une situation de veille citoyenne, c'est-à-dire de dénonciation. En information, d'abord, on a deux types d'informations. L'information à travers nos canaux de communication. Chaque jour que Dieu fait, nous informons sur les points de station disponibles à travers Bamako et environnant. Que les gens sachent où, quelle station est ouverte à cette période, en ce moment, quelles sont les stations qui sont fermées. Vous le faites sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, à travers les affiches. Voilà. Et l'information, la deuxième information, ça c'est sur place. C'est d'informer parce que déjà nous avons nos points pratiquement dans toutes les communes du district de Bamako et environnant. Plus de 800 jeunes sont déployés. Ils communiquent en fonction de la fluidité au niveau des stations pour voir si il y a des stations qui, là où il n'y a pas assez de fluidité, donc de les orienter. Donc ça c'est la deuxième phase de l'information. La sensibilisation, c'est encore deux phases. Ça c'est les pompistes, les promoteurs, les gérants des stations. Conformément aux dispositifs pris par les autorités, les prix à la pompe, d'arrêt aussi des ventes sélectives. Donc c'est un peu de veiller et de sensibiliser dans ce sens. Est-ce que vos sensibilisations vont à l'endroit des citoyens qui se ravitaillent en surplus pour aller revendre? Si. Vous les rencontrez? Si. Nous rencontrons, effectivement, c'est dans ce cadre-là, je vous ai dit que c'est deux phases. La deuxième phase, c'est un peu la sensibilisation aux populations, c'est-à-dire que d'abord, le stock de carburant au niveau de la maison et aussi le surachat. D'habitude, vous prenez par exemple 5 litres. Pendant cette crise, vous voulez vous approvisionner jusqu'à 10 litres. Donc ça va empirer la crise. Donc c'est aussi une sensibilisation que nous menons, que pour pouvoir quand même apaiser la situation, il faut que les gens ne se paniquent pas. Voilà, et de les rassurer de la disponibilité du carburant au niveau des stations. Voilà, donc c'est la deuxième phase de la sensibilisation que le CNJ fait. Du début à maintenant, vous avez senti de l'amélioration? Vous avez senti que votre travail a servi à quelque chose? Oui, bien sûr. Comme vous le constatez, en phase d'information, les gens même pratiquement, il y en a beaucoup même, souvent si nos flyers sont en retard, ils nous appellent.
on reçoit des appels pour dire que on n'a pas eu des informations venant de Bourg pour pouvoir nous orienter. Et aussi la sensibilisation, en réalité, c'est en train de porter fruit, vu que déjà à travers, il y a aussi des affiches, après les affiches, il y a aussi des spots publicitaires aujourd'hui qu'on est en train de faire passer pour sensibiliser davantage la population pour vraiment ces pratiques qui ne fait qu'empirer la situation. Donc oui, à nos jours, en réalité, nous constatons vraiment l'amélioration et la bonne compréhension vraiment de la population. Et ça va continuer pour la patrie Mali. Inch'Allah. Inch'Allah, on les souhaite vivement. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Vive le CNJ. Alors, on va donc aborder l'axe sur les questions, les stratégies de sécurité et de prévention. Il s'agit de voir maintenant comment les convois peuvent être protégés contre les futures menaces terroristes. Je vais commencer par M. Diallo. Vous qui êtes transporteur aujourd'hui, comment est-ce que les convois peuvent être protégés contre les futures menaces terroristes aujourd'hui? Les transporteurs proposent aujourd'hui, d'abord, nous sommes en synergie avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, chaque transporteur que vous voyez aujourd'hui, nous organisons, comme je l'ai dit, les sorties en collaboration avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut pour que la chaîne d'approvisionnement ne soit pas interrompue? Pour que la chaîne d'approvisionnement, il faut que chacun joue son rôle. Parce que sans mentir, les risques sont toujours là. Et les risques, quand je l'ai dit, 300 citernes rentrent à Bamako, peut-être 5 ou 10 sont tombés. Et il y a des lieux aujourd'hui, moi personnellement en tant que transporteur, parce qu'il y a deux types de transporteurs, il y a les transporteurs comme nous, qui sont des opérateurs économiques soumis à de la fiscalité, et il y a les transporteurs pour propre compte. Ça, c'est les commerçants. Aujourd'hui, je ne citerai pas des noms, ce n'est pas ma vocation, mais il y a des gens qui ont pris aujourd'hui leur vocation, les transporteurs pour propre compte, qui ont mis des centaines de camions à la disposition du pays. Et ils ont perdu au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine de camions, mais ils continuent à faire ce travail. Il y a lieu de aujourd'hui, je ne peux pas citer de noms parce que ce n'est pas la place, mais il y a lieu de les féliciter. Les transporteurs comme nous autres, il y en a tout le monde qui a perdu des camions, des citernes. Et ce qui a lieu aussi d'encourager par l'État, le directeur des affaires économiques, il est là. Moi, je propose aujourd'hui que l'État songe à mettre en place un fonds d'indemnisation du secteur du transport. Au Mali, le secteur de transport, ça va encourager parce que quand je perds 100 millions, je perds 200 millions, j'ai beau être patriote, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et si je perds tous mes camions, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a aucune assurance au monde qui assure ça. En période de guerre, seul l'État paie. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'après l'après-crise, le Mali a un atout aujourd'hui, c'est ce transport, notre continentalité que nous allons exploiter et qui sera une richesse, une création d'emplois dans ces pays, c'est le secteur des transports. Dans la sous-région, on est leader aujourd'hui. Je donne deux petits exemples. 1000 camions, chaque camion que nous achetons, il y a au moins 3 emplois. Le propriétaire, le chauffeur, l'apprenti, ça c'est l'emploi direct. Mais en prenant le coefficient multiplicateur économique de 6, parce qu'un camion aujourd'hui, c'est ces camions-là, des transports que vous voyez qui font vivre les régions, les petits coins les plus reculés, les gargoutières, les femmes qui sont là. Et c'est des ressources sûres pour l'État, parce que nous payons toutes les taxes. De vignettes jusqu'aux impôts. Le directeur, il est là. Donc, en mettant ce fonds pour indemniser les transporteurs, c'est une création de richesse qu'on va faire.
D'accord, je pense que c'est bien noté par M. Bamba. Nous ne devrons pas baisser les bras. Donc tous les grands pays du monde ont traversé des crises pareilles. Et nous, qu'est-ce qu'il faut voir seulement l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Nous voulons notre souveraineté. Nous avons déjà notre souveraineté. Donc c'est le prix à payer. Si c'est le prix à payer, nous allons le faire. Donc et cette crise-là va passer, le Mali va continuer. Inch'Allah. Alors, M. Traoré, directeur de Coma, quel schéma de prévention et de résilience peuvent être élaborés aujourd'hui pour réduire la dépendance au carburant? Bon, je voudrais dire tout simplement que de la même manière que le gouvernement, nos responsables, l'armée a pu mettre en place des stratégies pour déloger les terroristes des zones de combat, il n'y a pas de doute que nous aurons les réponses idoines aussi pour arrêter ce terrorisme qui est en cours actuellement par rapport donc, à l'économie du pays. Ça, c'est une certitude, quoi. Parce qu'en réalité, c'est un comportement qui s'explique par le fait qu'il y a un désarroi même du côté de l'ennemi. Donc, on peut espérer. Et ce que nous pouvons aussi demander à l'État, c'est vraiment alors de tout faire pour pouvoir rassurer toujours les populations, pour mettre en place des dispositifs qui puissent nous donner l'information pour éviter qu'on soit à la merci de ces gens qui ont aussi des moyens de communication qu'on appelle aujourd'hui des terromédias. Donc je crois que l'État même a déjà cette idée que le terrorisme s'est mué en plusieurs donc variétés, terrorisme économique, communicationnel, etc. Donc nous espérons que vraiment les réponses idoines seront bientôt connues de nous tous. Et ça, c'est un espoir. Nous ne sommes pas dans le secret de l'armée, mais nous avons déjà la preuve que le défi peut être relevé comme ça a été le cas dans beaucoup de zones de combat. D'accord. Alors, Madame Keita, devons-nous être encore plus résilients? Oui, la résilience est importante. Mais dans cette résilience, il faut qu'on développe des stratégies. Ça renforce la résilience pour que ça ne soit pas une résignation. On doit être résilient. Pour la petite histoire, en venant, le taxi que j'ai emprunté, moi j'ai fait un petit sondage. J'ai demandé au chauffeur, j'ai dit, il y a des problèmes par rapport au carburant. Mais j'ai vu qu'il a compris. Donc pour eux, j'ai dit, est-ce qu'on va s'en sortir? Il dit oui. C'est un transporteur. Donc vraiment, il y a l'assurance à leur niveau. Il m'a parlé aussi de... C'est vrai, c'est important. Il dit, mais si on avait des réserves partout, par exemple, l'axe Sikasso, il faut qu'on sorte de cette pénurie-là pour y penser. Il dit, s'il y avait des réserves, des caves à Sikasso, à Caille, en tout cas dans tous les points, mais ça allait nous servir. Donc, il faut penser aux réserves. J'ai apprécié. Le partenariat aussi peut être bénéfique dans ce sens, sûr, surtout avec l'AES. Alors, M. Bamba, quel partenariat intra-AES aujourd'hui peut être renforcé pour améliorer l'approvisionnement en matière de carburant? À travers du côté Niger, déjà, tout le nord est desservi aujourd'hui en carburant. Bon, donc, je trouve que vraiment ce partenariat marche déjà à beaucoup de niveaux déjà. Bon, donc, nous sommes dans le même bateau et je sais que nous allons continuer ensemble. Et nous comptons beaucoup sur eux et je sais qu'eux aussi comptent beaucoup sur nous. D'accord. Monsieur Diallo, qu'est-ce qu'on peut renforcer à ce niveau? Ce que moi je veux proposer ici, parce qu'il y avait un bon projet qui était là, qui a été mis un peu dans les valises, dans les trucs, avec les différentes crises. La mise en place des pipelines. C'était un bon projet. Il y avait deux axes, l'axe Abidjan à Sikasso et l'axe Dakar à Caille. Mais c'est le bon moment
de mettre en place ces pipelines. Parce que là, les pipelines, c'est à partir de... On peut le faire en souterrain, en sous-pétrole, mais c'est mieux de sécuriser. On pompe jusqu'à Caille. On pompe jusqu'à Sikasso. Ça serait encore plus facile pour l'État de les amener même un jour jusqu'à Bamako. Et pourquoi ne pas prévoir ce même projet à partir du Niger sur l'autre axe. Donc c'est ça aujourd'hui la seule chose qui peut être sécurisante pour un ravitaillement correct pour un pays. Mais sinon, si c'est toujours dans les transports avec les citernes, les risques existeront toujours. En période de crise, surtout en période de guerre, moi je dirais que c'est une période de guerre, il y a ces risques très élevés. D'accord. Monsieur Traoré, il nous faut quel genre de partenariat à votre avis? Bon, il y a déjà beaucoup de domaines de partenariat entre les États de l'Alliance des États du Sahel. Et lorsqu'il y a une crise dans un des États, c'est l'occasion aussi de voir comment ce partenariat peut être renforcé donc pour venir en aide à l'État qui est concerné. Donc le Mali aussi peut bénéficier de la solidarité donc de ces pays. Et le Niger en a manifesté déjà une fois, donc c'est une bonne disposition. Et tout ce que ces deux autres pays peuvent faire pour le Mali peut être mis en œuvre pour justement nous aider aussi à sortir de la situation. Donc ça, c'est un espoir aussi. Oui. Alors, Madame Keita, votre avis par rapport à cette question du partenariat, qu'est-ce que nous devons développer? Bon, moi, je crois que si on se met ensemble, c'est pour pouvoir tirer profit. On doit y réfléchir, trouver des stratégies idoines pour vraiment que chacun tire vraiment profit. C'est important. Parce qu'il ne faut pas nous laisser, c'est-à-dire dévorer par l'ennemi, je ne sais pas. Parce que comme on l'a dit, le terrorisme, c'est pour créer la psychose, la terreur. Et il ne faut pas qu'on tombe dans ça. On doit se renforcer entre États, partenaires, les pays de l'AES. On doit se renforcer. Parce qu'on a besoin d'un espace solidaire et uni. Il le faut. Un espace solidaire, c'est important et uni. Un pays solidaire, il faut que le peuple malien soit solidaire et uni. En ce moment, on peut trouver vraiment, peut-être, on peut répondre à certaines questions. Mais si on n'est pas solidaire, on est affaibli. C'est important. C'est important. Merci. Alors, il y a cette question de communication dont M. Traoré parlait. On va aborder cette question maintenant parce que la répétition est pédagogique. Elle est très importante, cette question de communication. À votre avis, quelle doit être la stratégie de communication, M. Traoré, pour informer sur les développements de la situation? Que doit faire l'État? Ce que l'État doit faire, c'est en tenant compte de l'environnement actuel de la communication. Il y a des médias de toutes sortes aujourd'hui qui véhiculent toutes sortes d'informations. J'ai souvent évoqué ce penseur qui parle d'un concept pertinent aujourd'hui qui est le taureau-journalisme, ou encore, moi je dirais, les taureaux-médias, parce que il y a aussi du terrorisme dans la communication. Et c'est à travers les médias. Et si on regarde les réseaux sociaux, il y a n'importe quoi là-dedans. On peut faire toutes sortes de montages, on peut fabriquer toutes sortes d'informations et créer la désinformation. Alors, sachant tout cela, devant les crises, l'État doit aussi mettre en place une stratégie de communication pour contrer ces médias terroristes, les informations terroristes. Ça se fait déjà, et c'est très salutaire à travers des émissions que nous voyons tous les jours. Et depuis que la crise, depuis que le terrorisme a commencé à changer de stratégie, c'est affaibli. Donc l'État communique sérieusement par rapport à la situation. Et ce qui est bien apprécié par la population. Et en période de crise comme celle que nous vivons actuellement, il faut aussi vraiment renforcer, il faut amplifier, disons même, cette communication
pour que ces populations directement concernées par le problème, individuellement et collectivement, parce que c'est un problème de carburant dont chacun a besoin tous les jours pour tel ou tel besoin. Donc il faut qu'on communique sérieusement pour pouvoir mettre ces consommateurs aussi dans le même ordre, dans la même disposition pour faire face à la crise, pour faire face aux ennemis. Donc l'État a ce rôle à jouer de façon constante. Oui, Madame Keita, nous citoyens, nous avons un grand rôle à jouer aussi. Nous avons tendance à communiquer à la place du terroriste, peut-être par méconnaissance, en relayant les vidéos, en partageant les vidéos. Quel comportement nous devons adopter dans de telles situations, en situation de crise? Bon, comme on l'a dit, je crois qu'on ne cesse de le dire, mais de ne pas partager des informations qui n'ont pas de fondement. Parce que souvent, on voit seulement, surtout nous, à notre niveau, les femmes, quand tu vois notre groupe, là, le groupe des femmes, là, tout tombe. Toutes les informations, ça passe. Non. Mais s'il y a des informations, parce que ce qui manque, c'est que les gens ne font pas d'analyse. Ça, je le déplore. Parce qu'on n'a pas l'esprit critique, on n'a pas l'esprit d'analyse. Quand il y a des informations qui viennent, on partage, sans se rendre compte du bien fondé de l'information. Moi, je crois que tout ça, c'est un apprentissage qu'on doit acquérir. C'est important. On communique, c'est vrai, il faut communiquer. Mais comment communiquer et qu'est-ce qu'on doit communiquer? C'est important. Mais maintenant, on est tous devenus communicateurs. On est tous devenus journalistes. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de déontologie, c'est du n'importe quoi. Et en période de crise, il le faut. Moi, par exemple, je me souviens dans mon groupe, les gens avaient commencé à lancer des choses. J'ai dit non, nous ne sommes pas un tribunal ici. Notre groupe n'est pas un tribunal pour dire un tel a tort, un tel a raison. Non. Nous sommes là pour sensibiliser, pour faire comprendre aux gens comment les choses se passent. Il faut qu'on parle des enjeux et des défis à relever. Si on ne communique pas aux femmes par rapport aux services sociaux de base, elles ne comprennent pas que ça peut avoir une répercussion même sur leur santé de la reproduction. Il faut toucher vraiment ces aspects-là pour qu'elles comprennent que cette situation n'est pas seulement l'État. Je suis concerné. Et que tout le monde dise, je suis concerné. Je suis concerné. Quand on le dit, on se le répète. En ce moment, on va comprendre. Mais si tu ne te sens pas concerné. D'accord, M. Diallo, oui, rapidement. Oui. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'étais à Kati, je n'avais pas beaucoup d'essence. J'ai dit, demandez à mon chauffeur, il faut voir maintenant où est-ce qu'on a. Il a fait sortir son truc. Il dit, dans telle station, il y a du carburant. Il dit, on passe, on est parti, il n'y avait même pas d'équipe. Je m'adresse aujourd'hui à la jeunesse qui sont là, vous avez fait une plateforme qui est très bien. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en contact avec vous peuvent le voir. Mais moi, je vous supposerais, si c'est Malidiep est là, Maliweb est là, si vous pouvez avoir un portail pour une communication officielle de la jeunesse, ça permettrait à tout le monde d'avoir accès. Et c'est la meilleure communication. Comme ça, vous allez donner à tout le monde et puis on va avoir accès. C'est une proposition. Et un mot sur les réseaux sociaux, la communication, le fait qu'on relaie les vidéos citoyens. Bon, la communication entre nous citoyens, c'est très bien, mais il faudra toujours les prendre, l'analyser objectivement avant de prendre certaines décisions. C'est ce que moi j'ai fait. Je ne crois pas beaucoup parce qu'on peut tout faire dans le système informatique. Donc il faut avoir vraiment un peu de recul avant de prendre cette décision. Mais quand eux ils vont le faire, c'est un site de la jeunesse, les gens vous font confiance, donc moi, tout le monde va passer pour voir le site de la jeunesse et ça vous donnera encore plus d'approche avec la population. Tout à fait. Monsieur le directeur, un mot sur les réseaux sociaux. Quel remède à votre avis? Oui, maintenant je crois que nous devrons beaucoup nous concentrer sur notre population. Je crois que je salue vraiment la population moderne qui a vraiment compris. Vraiment parce que là déjà, les week-ends arrivent, je serai en contact avec d'autres personnes qui ne sont pas dans le secteur dans lequel moi j'évolue. Peut-être que je les demande. Donc comment est-ce que vous voyez la situation? Directement, les réponses là déjà, vous voyez, nous on a compris, hein. On va continuer notre combat. C'est ce que je voulais entendre. Parce que je vois que le peuple a compris. Mais en ce qui concerne, nous devons vraiment nous concentrer sur notre peuple. Les réseaux sociaux là, c'est mondial. Donc ce n'est pas un réseau qui vient de chez nous.
tout le monde est là, toutes les informations sont là-dessus. Mais quand notre jeunesse est sensibilisée, éduquée, quand elle va sur ces réseaux-là, elle sait où aller, qu'est-ce qu'elle doit aller chercher là-bas. Qu'est-ce qu'elle doit partager. Nous puissions faire la part des choses. Très bien. Donc nous devrons beaucoup nous concentrer sur ça. Ça c'est un début. Vous voyez que les jeunes même se sont organisés en train de faire des choses. On doit continuer sur ça. Continuer à sensibiliser notre jeunesse. Les réseaux sociaux vont demeurer. Donc il s'agit pour nous, lorsqu'on va aller sur ces réseaux sociaux-là, de ne pas partager. Peut-être que l'ennemi là, il ne va rien vous donner qui puisse vraiment vous faire avancer. Parce que lui, ce n'est pas vraiment dans son intérêt. Chaque fois quand il vous conseille d'aller à droite, partez à gauche. Ce n'est pas dans votre intérêt. Est-ce que vous voyez? Non, je vous conseille non, on n'a pas besoin de ces conseils. Ne partagez pas ces vidéos, ne l'écoutez même pas, parce qu'il veut vraiment vous donner des mauvais messages. Très bien. Donc quand vous arrivez à passer, ne partagez même pas. En ce moment, peut-être que lui, ses préoccupations, ce qu'il veut faire ne sera pas atteint. Parce que les gens ne vont pas regarder ce qu'il veut faire comme panique, tout, ne va pas marcher. Donc c'est ce que nous devrons faire actuellement. D'accord, on va faire un dernier tour de table maintenant par rapport aux questions d'évaluation et d'amélioration post-crise. Il faut qu'on y pense dès maintenant et je vais commencer par Madame Keita. Quelles leçons nous pouvons tirer de cette situation et préparer l'avenir? Bon, moi je me dis qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est comme quelque chose qui nous est arrivé sans qu'on s'en attende. Parce qu'on ne savait pas que le terrorisme allait jusqu'à ce niveau. Donc il faut qu'on soit toujours prêt. Moi je le dis, il ne faut pas minimiser, il ne faut rien minimiser. Si on est ensemble, par exemple dans un groupe, en tout cas dans notre groupe, c'est des analyses qu'on fait. Quand on perçoit une situation, on essaie de regarder tous les contours. Et comme on le dit même en Bambara, s'il y a quelque chose qui se passe là, il va kololo. Mais en mon côté kololo là, on regarde seulement, on ne pense pas aux conséquences néfastes qui nous frappent quand il y a tel ou tel problème. On est là, on minimise tout. Il faut que les Maliens se réveillent. Donc, il est temps vraiment de prendre les choses au sérieux. Il est temps de comprendre que ce n'est plus comme avant. Il est temps de comprendre que nous avons un rôle à jouer pour la sauvegarde de notre pays. Il est temps que les seuls responsables ou bien les forces de l'ordre ne peuvent tout faire. Nous aussi, on fait partie des forces de l'ordre. Chacun a son rôle à jouer. On a vraiment des responsabilités, qu'on se sente concerné. D'accord. Monsieur Traoré, quelle est la leçon à tirer de cette crise? Je dirais que les Maliens sont de plus en plus préparés, je dirais même aguerris pour faire face à des situations de crise qui pourraient créer le terrorisme. Et ça, nous avons été préparés à cela et avertis même par les autorités de tout temps, et ça a été compris, heureusement, que les difficultés seront toujours là face à l'adversité que nous subissons de la part de forces exogènes. Donc il faut qu'on soit toujours préparé. Et c'est une leçon qu'on va tirer encore de cette crise pour nous aguerrir en réalité. Moi je me rappelle la crise, le terrorisme économique, ça a commencé un moment lorsqu'ils attaquaient les cultures, les champs, mais on n'avait plus peur. Mais on a pu surmonter ça. Ils ont changé de stratégie et nous sommes préparés pour d'éventuelles situations toujours pour faire face. Et grâce à nos forces armées, donc qui sont, on ne dirait même pas en train de monter en puissance, qui sont devenus, disons, une puissance, à mon avis. Merci. Alors, Monsieur Diallo, est-ce qu'il nous faut des investissements à long terme pour renforcer l'infrastructure énergétique, par exemple?
Oui, pour pallier ce problème? Oui, c'est ça ce que je veux dire. Déjà, le gouvernement il avait déjà anticipé ce que je vous ai dit, les pipelines. Les pipelines sont des choses aujourd'hui qui peuvent nous permettre de faire face à ces difficultés comme ça. Ça serait moindre si on avait les pipelines jusqu'à Bamako. Le problème n'allait pas se poser aujourd'hui. Donc ça, c'est le 2. Aujourd'hui, il faut que nos gouvernants soutiennent les secteurs de transport. D'accord. Alors, M. Bamba, vous avez ouvert ce débat, vous allez le boucler. Quel est ce message d'assurance aujourd'hui aux Maliens pour les rassurer davantage par rapport à cette question de pénurie de carburant? Dans les jours à venir, dans les mois à venir, ça va s'améliorer? Oui, donc merci beaucoup, madame. Donc nous sommes quand même engagés, nous, à notre niveau, nous, agents de l'État, pour faire tout. C'est ce qui est l'objectif des plus hautes autorités. Travailler sur les boussoles, c'est le peuple malien. Travailler, mettre tout en place pour que le peuple malien puisse se sentir mieux. Donc je sais que la crise est là actuellement, donc nous allons continuer à travailler. Nous devrons aussi profiter vraiment de cette crise-là, vraiment de ne pas voir seulement côté négatif, les opportunités que nous allons profiter de voir les failles qui se trouvaient dans les dispositifs pour pouvoir mieux les améliorer. Donc on ne va pas s'asseoir en public pour dire comment est-ce que nous allons le parler. L'ennemi aussi nous regarde. Donc on va travailler. Je sais que les autorités sont en train de travailler arrache-pied pour que vraiment nous puissions vraiment essayer d'améliorer notre système pour faire face vraiment à des chocs pareils. Donc nous allons continuer et puis on va donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir donner satisfaction au peuple malien. Je sais que les dispositions sont déjà prises pour que vraiment le ravitaillement puisse continuer. Donc chaque fois quand les produits seront là, nous allons veiller sur le marché à ce que les prix officiels soient vraiment respectés et qu'au niveau de ces lieux de vente là, que vraiment on puisse veiller vraiment à ce qu'il n'y ait pas de pratiques vraiment néfastes pour pouvoir vraiment amener vraiment les consommateurs à ne pas vraiment se procurer de ces produits là dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est sur ce message d'assurance que se referme ce numéro spécial de questions d'actualité sur la pénurie de carburant causée par les attaques terroristes sur les axes routiers de ravitaillement du Mali en hydrocarbures, un fait qui impacte l'économie. Il a été question des mesures urgentes et celles à long terme avec des propositions concrètes. Et nos invités étaient Fousseni Bamba, directeur régional du commerce, de la consommation, de la concurrence du district de Bamako. Madame Keita Fatoumata Keita, elle est la présidente de l'Union des femmes culturelles pour la paix au Mali. Monsieur Mohamed Diallo, président CMTR du district de Bamako, du Conseil malien donc des transporteurs routiers. Et de Dr Oumar Traoré, vice-président du REDECOMA, regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Le CNJ était en nombre pour nous accompagner. Merci de votre présence unie. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Unis, nous sommes plus forts. Bonne suite de programme. Sous le très haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Sous le parrainage du général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale.